Voici mes anges, la deuxième partie de la voyance Macron, rentrée, gouvernement et masque. Je vous souhaite un bon moment et on reste à votre disposition pour toute question. Gros bisous. Voilà pour la partie 2, mes anges, avec la surprise de Paul-Éric avec nous. Et j'adore. Allez, suite des questions. Et puis quand il aura des choses à dire, il le dira. Petite Cristaline. Et il parlera fort. Alors, suite. Alors, Yasmina, oui, je t'ai expliqué pour les vaccins, donc au collège, oui, bien sûr. Théophanie, coucou Théophanie. Alors, tu me demandes si la famille Rothschild qui soutient Macron ont été arrêtés par le milliardaire Trump. Alors. Hein? Je baille. Bah non, mais t'as le droit de bailler, attends, yo. Si ça gêne des gens, ils partent de la chaîne, hein, c'est tout. Hein. C'est une chaîne humaine. Ça m'empêche pas d'être poli. Monsieur Poupotte. Ça va, merci Poupotte. T'es poli, tu mets ta main devant la bouche. Bon, mais... Alors, ils sont sous contrôle, d'accord? Donc, surveillés de très près par Trump, mais pas encore arrêtés. Hein. Ça, la famille Rothschild, c'est un cas aussi. Hein. Les derniers sondages, tout au moins certains aux États-Unis, donnent Trump gagnant aux prochaines élections. Oui, bah oui. Vous savez qu'ils approchent les 200 000 morts hein, par le Covid-19. Eux, ils battent tous les records. Et le Brésil va les dépasser. Valérie, Coco, Valérie, est-ce qu'il va tenter d'autre chose que le Covid? A-t-il des intentions malsaines? Alors, il va tenter d'autres choses, oui, bien sûr. Intention malsaine quand on est un apôtre de Satan et qu'on prépare l'arrivée d'Antichrist, ben oui, forcément. Mais comme je vous le dis toujours, c'est le début de la fin. Il n'y arrivera pas. Au revoir les méchants. Emmanuel, coucou Emmanuel. Des vérités seront-elles révélées sur son gouvernement? Alors. Au départ, je le sens d'une manière bizarre. Hein. Ça va être quelque chose... hein. Ouais, ouais. Oui. Oui, il y a bien sûr que des vérités vont être révélées, que ce soit sur un plan politique ou de leur vie personnelle, d'accord? À certains membres du gouvernement. Et Macron, bien entendu.
Alors, Marie-Agnès, coucou Marie-Agnès, est-ce que le gouvernement va utiliser la force pour ceux qui ne veulent pas se faire tester et vacciner? Tu te rappelles quand je t'avais dit que les camps, quand j'en avais fait des cauchemars, c'est mis en place, hein. Oui, ils vont tenter de punir les gens et utiliser toutes les manières pour le forcer et il y aura des conséquences. Enfin, il va essayer de mettre des conséquences pour ceux qui refuseront. Mais il y a il y a de telles choses qui se préparent en révolte, en coulisses, que voilà, que ce soit du côté peuple, armée, etc., que de toute façon, il n'arrivera pas à ses fins. Et n'oublions pas que divinement, de toute façon, la France retrouvera sa dignité et ses valeurs. C'est prédit par beaucoup de saints. Alors, après Macron... Nicole, coucou Nicole, pardon. La France se relèvera-t-elle ou persistera? Alors... Non, il va y avoir une grande prise de conscience. Il y aura toujours des cons, hein, c'est clair. Mais il y aura une grande prise de conscience. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Donc non, elle ne va pas persister dans son erreur. Qui ça? La France. Ah oui. Ah bah, il y a une limite à la descente. Hein. Quand Marthe Robin dit descendra plus bas, il y a une limite à la descente. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près du bas qu'on doit atteindre. Donc après, effectivement, il y a une prise de conscience. Il faut, parce que je regardais, je ne sais plus quel reportage l'autre fois, bon, quand on voit des jeunes de 14 ans comme à Marseille qui n'ont plus rien à foutre de la prison, qui choisissent ouvertement le cambriolage ou le deal de produits toxicodépendants, enfin de drogue, à 14 ans, donc choisir ouvertement le mal, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Voilà. Normalement, c'est des choses qui se font beaucoup plus tard. Donc, alors, on se demande où sont les parents, c'est sûr, même si depuis 40 ans, en fait, le gouvernement a tout fait pour bloquer les parents, depuis Mitterrand. Et c'est très très angoissant. Ce sont des jeunes de 14 ans, donc et il faut bien comprendre que dans le documentaire, ils ne montraient pas tous ceux qui existent, hein, mais donc c'est quand même très très inquiétant. Voilà. Alors c'est pas uniquement les banlieues. Hein, mon patron, le père Guy Gilbert, a toujours dit que les jeunes des familles hyper riches étaient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficiles à ramener que les jeunes des banlieues. Moi, j'ai assisté dans un lycée hyper huppé en région parisienne. C'était inquiétant quand on voyait un petit de 7 ans qui manie le langage au niveau de la politesse, qui est déjà hyper hypocrite et tout. Vous vous dites, celui-là, on va l'en sortir comment, quoi. Donc, c'est très inquiétant. Et c'est sûr que les jeunes de banlieue sont ramenables quelque part plus facilement. Ça rejoint à ce qui est dit dans les évangiles. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de se convertir. Alors, il y en a qui cherchent par tous les moyens à dire oui, mais l'aiguille c'était le nom d'une porte à Jérusalem. Non, le Christ expliquait, utilisait beaucoup de paraboles. Il n'y a pas de raison que là, cette fois-ci, pour faire plaisir, il utilisait une parabole, mais qui n'est pas une parabole. Il a été très clair, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de se convertir. Donc c'est pas, c'est très clair. L'emprisonnement à travers les richesses matérielles qui sont des richesses très fictives, vous les emmènerez pas avec vous dans votre cercueil.
est extrêmement dangereux. Voilà, et très superficiel, extrêmement dangereux. Je rappelais à mon épouse autrefois une actrice qui dans les années, je ne sais plus si c'est 60-70, une actrice américaine, a voulu se faire enterrer avec tous ses bijoux, sa robe de chez moi, dans sa Ferrari. La Ferrari est restée, les bijoux non. Puis ils ont servi à d'autres. Voilà, bah, et même si elle les a emmenés dans sa tombe, elle les a pas emmenés avec son âme. Elle l'a pas vu, donc voilà, c'est. Après, il y a des belles choses qui sont qu'on n'a pas besoin d'acheter. Hein. Vous faites je veux dire, un jardin magnifique. Vous l'emmènerez pas avec vous, vous aurez le souvenir. En plus, vous l'avez fait, et c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas de les pierres fines. Il y a des pierres fines très jolies aussi. Donc non, il y a un moment, faut être réaliste. Il faut s'intéresser aussi à la beauté de l'âme, de l'esprit, de l'intérieur. La beauté matérielle, vous allez voir dans très peu de temps, quand il y aura les 1 ou 2 ans de famine de l'Europe, les portables et tout marcheront, hein, la Wi-Fi et tout, et on crèvera de faim. Voilà, donc ça posera bien les choses au niveau de l'avance matérielle et au niveau de la réalité de la vie. Voilà, ça c'est clair. Mais si on le vit, c'est qu'il faudra qu'on aille là pour en tirer les leçons, parce que l'humain, les Européens n'auront toujours pas compris. À partir du moment où on comprend les choses, hein, on n'a pas besoin de continuer à descendre, hein, on s'arrête de descendre automatiquement. Et quelque part, on crée nous-mêmes notre descente, hein, c'est clair. Voilà. Coucou Luludo. Est-ce que Brigitte quittera Emmanuel? Est-ce que l'homosexualité de celui-ci va-t-il être révélée? Alors oui, elle va être révélée, c'est clair. Elle le quittera, mais pas de la manière qu'on pense. Je peux pas le dire plus discrètement sur YouTube. Hein. De toute façon, ça va pas entre eux. Hein. Ça va pas du tout. Monsieur Calypso, petit bousin, poupette, messieurs les Crouminets, les ancêtres de la maison. Oui, Angélique, elle est malade, Brigitte, oui. Alors ça, j'ai répondu. Alors, Nicole, pourquoi Macron n'a pas d'enfant à lui? Est-ce parce qu'il a fait allégeance à Satan? On va voir ça, ma Nicole. Oui. Alors il y a un phénomène également purement biologique, hein, c'est que comme ils ont 25 ans de différence, quand il avait 18 ans, ou si vous voulez attendre la fin de ses études, vers 20 ans, 22 ans, Brigitte, elle en avait déjà 45-47. Oui, mais là, il a fait âge. Voilà, c'est un apôtre. En plus, mais il y a le phénomène biologique en plus, c'est-à-dire qu'il y avait la ménopause, et à l'époque, donc il y a 20 ans, 22 ans, il n'y avait pas les facilités actuelles de procréation, ça c'est clair. Bien sûr que la rentrée va être mouvementée. Vous allez voir que septembre, voilà. Elle est déjà mouvementée, Clémentine. Parce qu'au niveau des enfants, c'est pas simple. Hein. Il y a un stress à l'école, il y a tout un tas de choses, donc elle est déjà mouvementée. Il y a des écoles d'ailleurs qui sont très bien, hein, qui ont repris ce qu'ils avaient prévu au printemps, pendant le confinement et après. C'est-à-dire
le début des cours par classe à heures différentes, ce qui évite une concentration de parents et d'élèves devant l'école folle. Donc, des heures de récréation différentes. Donc, c'est effectivement très intéressant. C'est embêtant pour les enfants qui, du coup, ne peuvent plus se voir interclasses. Alors, ça limite la vie sociale. Oui. Par contre, c'est un moyen simple de limiter le risque de contamination. Ouais, ça c'est pas compliqué, c'est pratique. Ça peut être un peu compliqué pour les parents s'ils ont par exemple un petit qui est au CP et la grande sœur qui est au CM2, s'ils ne rentrent pas à la même heure, il y a 2 heures de décalage, ça peut être un peu compliqué. Là, c'est sûr. Après, il faut essayer de s'arranger entre parents ou au niveau de la famille, voilà, voir ce qu'on peut faire. Voilà, il y a toujours une solution à tout, on va dire. Alors, ma Laetitia, bien sûr que Macron sait que les Français ne veulent pas de lui, et surtout plus, voilà, parce que même les pro-macronistes du début, ben, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il en pense? Clairement, il n'en a strictement rien à faire. Voilà, malheureusement. Mais il n'y a pas de souci, Marie-Paul, je le fais avec plaisir. Hein. Tu reviens, mon amour, hein? Oui. Je ne sais pas où Clémentine a chopé ça dehors, mais elle est revenue avec une toile d'araignée sur les moustaches. Ah, d'accord. Oh, ben, ma Clémentine. Elle a chopé une araignée. Une toile d'araignée, oui. Du coup, je lui ai enlevé. Est-ce qu'il y aura du monde le 12 septembre? Oui, Boudan, tu sais que je n'ai que le t-shirt là. Voilà, merci. Bien bon. Oui, t'as pas le pull au-dessus. Il est habillé, hein, légèrement, mais il est habillé. Quand j'ai le pull, ça me gêne pas trop qu'il monte sur les épaules, mais... Les t-shirts et shorts... Quand j'ai que le t-shirt, les griffes... Oui, il y aura du monde. Ouais, ça va barder. Je pense même qu'il va utiliser... Le 12, c'est samedi la semaine... Non, vendredi la semaine... Attends, on est quand là? On est le 4? Je pense qu'il va réutiliser le confinement là. Samedi 12, d'accord. Alors ça, j'ai répondu. Oui, mon petit. Qu'est-ce qu'il est chou. Bon, alors, le port du masque, on en a parlé. Hein. Oh, mon petit Simba. Oh, oui, alors. Oh, bon, oui, mon petit Simba. Il est chou, ce bébé. Alors, ils vont plus, c'est une parenthèse, hein, les 2 pichous, ils vont plus dans la petite maison que je vous ai montrée, là, où on les a mis pour les protéger. Donc là, maintenant, ça se passe bien. Donc du coup, ils y vont plus. Là, je vais finir de la nettoyer, puis je vais la ranger. Il n'y a plus que la litière. Ils vont dans la litière, mais pour le moment, découverte. Et petite Frésia, elle va dans les grandes maintenant. Enfin, je me mets Simba y aille aussi. Oui, bien c'est une question. Voilà. Ceci était une parenthèse hein, sur la vie des minés. Des chats. Donc ils ont 2 mois les petits pitchous. Ils sont plus petits que ceux de Cristalline, hein, parce que Grisette en avait 5 et puis même si on a pris soin d'eux, ils étaient dehors et tout et c'est pas pareil. Petit poupette, ça va. Papa il peut confisquer son poupette, voilà. Ouf. Un beau poupette. Alors ça, j'ai répondu. Oh, d'accord, je te redépose, mais je te redépose. Il va partir, vous inquiétez pas. Ne trouvez-vous pas bizarre que Macron est allé 15 jours après le corona, est apparu en Chine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, c'est pour arrêter les mouvements. Hein. Il a été créé pour ça.
bien sûr. Oui, toutouille. Alors, Macron est-il en train de comploter... coucou Laurent. Macron est-il en train de comploter contre le peuple français en le privant de plus en plus de liberté afin d'exécuter le nouveau ordre mondial? Bien sûr que l'objectif, c'est ça, évidemment. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Hein. L'objectif, c'est ça. Nathalie, bonjour ma chérie, que cache le gouvernement? Bah justement ça, le nouvel ordre mondial, la 5G, la 5D. Hein, et je répète, oui, je dis bien 5G, 5D, parce que voilà, il y a bien les deux, pour péter les neurones des gens. Le but est ça, la puce, voilà. Donc le but est, oui, oui, vraiment la mise en place du nouvel ordre mondial. Alors, Macron, Marie-Claire, coucou Marie-Claire, ça va ma belle? Macron va-t-il s'occuper, non, Macron va-t-il prendre une veste en s'occupant des affaires du Liban, soit par les pays européens, soit par Trump? Merci Madavina chérie, me de rien. Alors, tu toutouilles? Mais oui, t'as raison, me toutouille. Bon oui, on va faire dodo ensemble. Tu vas toutouiller, hein. Alors, mes amours. Ben, par les deux, ma chérie. Il va se prendre une veste par les deux. Alors, au niveau du Liban, c'est que c'est une histoire très ancienne avec la France. Si par exemple Monaco signe au temps de Louis XIV un accord d'aide de la France à Monaco s'il y a un problème, qui est renforcé en 1908, je crois, ou si Monaco n'a pas d'héritier, Monaco revient à la France. Au Liban, c'est un peu plus ancien. On est sûr que ça date au moins du XVIe siècle. Accord de protection des chrétiens au Liban par la France. C'est François Ier et Soliman le Magnifique, si mes souvenirs sont précis, qui ont tout à fait volontairement signé cet accord. Je ne connais pas l'origine, je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin ça s'est fait comme ça. Et depuis, il y a un accord. Alors il y a eu la période de colonisation, mais il y a un accord amical depuis ce temps-là, qui est très intéressant, et notamment pour le Liban, parce que vous savez que le Liban est coincé entre la Syrie, la Turquie qui délire en ce moment et qui veut tout dominer dans la région, et également l'Iran. Donc effectivement, Macron a fait libérer très vite, je crois l'année dernière, le premier ministre libanais ou le président qui avait été kidnappé carrément par l'Arabie Saoudite. Hein. Là, il se lâche complètement. Donc Macron est intervenu, ça s'est passé très vite. Et là, le fait qu'il intervienne, qu'il soit venu, qu'il revienne, et alors, je suis un peu désolé, mais c'est très positif. Le Liban est un tout petit pays, hein, je crois la taille d'Israël, voire plus petit, et il est sans arrêt emmerdé par les plus grands autour, notamment le Hezbollah, etc. Donc, pour expliquer, 40% de la population est francophone, beaucoup plus sont francophiles, et une bonne partie de la population est chrétienne maronite pour la plupart. Donc il y a toujours eu une bonne entente entre musulmans et chrétiens. Traditionnellement, on va dire depuis 43 ou 63, le président est chrétien et le premier ministre est musulman.
Donc ça a toujours bien fonctionné comme ça. Simplement, là, il y a un problème de corruption et de clientélisme qui fait que ce n'est plus vivable et qu'il y a un appauvrissement général de la population. Donc effectivement, le fait que déjà Macron est allé écouter la population et fasse envoyer des vivres qu'il confie à des ONG sur place et non pas au gouvernement, avec l'accord du général Aoun, qui ne conteste pas, qui est le président actuel, est une très bonne chose. Alors, il y a 750 personnels français qui est le Liban actuellement. Alors, c'est pas nouveau. On a une base militaire où il y a plus de 700 hommes, comme il y a eu toujours. Ça a toujours été une sécurité pour le Liban. C'est une base française chez eux, parce que face au Hezbollah ou aux Russes qui veulent s'implanter partout, ou même aux Américains qui, comme ils font en ce moment, ils décident de tout lâcher, voilà. Donc c'est une bonne chose. Et là, on est bien obligé de constater qu'il y a un très bon boulot fait par la France vis-à-vis des Libanais. Et là, pour le coup, c'est la population qui le voit, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un coup de génie de Macron, les milliers de tonnes de nourriture qu'il envoie, de les transmettre à des ONG qui sont référencées, sérieuses, et ça va vraiment à la population. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais là pour le coup, il y a des aspects très positifs. Très positif aussi quand tous les politiciens ont voulu le voir et que certains sont sortis pas contents du tout. Alors on ne sait pas exactement ce qui a été dit, mais a priori il a voulu faire un halte là au niveau de la corruption et tout. Il faut dire que ça atteint des proportions, mais plus que calamiteuses, catastrophiques au Liban. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça a fait plonger plus de la moitié de la population en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même une catastrophe. Donc il est bon qu'un grand pays mette cet aspect-là là-dessus, en dehors de la Turquie, de la Syrie, de l'Iran et des États-Unis avant, ou de la Russie actuellement, qui n'ont qu'une visée politique d'influence là-dessus. Alors qu'après que le président turc dise « ouais, c'est une attitude colonialiste », dont ça fait longtemps qu'il n'y en a pas. Par contre, oui, il y a une attitude amicale, je lui dis, depuis le XVIe siècle, c'est pas nouveau. Hein. Donc le Liban serait très surpris si la France ne venait pas le défendre ou le soutenir. Bien sûr. Voilà. Parce que depuis, ça va faire 5 siècles, c'est comme ça. La France a toujours participé à la protection des chrétiens et en fait à ce qu'ils apprennent à vivre ensemble. Voilà, donc je vous le répète encore, depuis au moins... pas loin d'une 60aine d'années, c'est une tradition, le président est chrétien et le Premier ministre est musulman. Alors c'est vrai qu'il y a une pression de la France aussi actuellement sur le Hezbollah, parce qu'ils leur disent que vous vouliez jouer un rôle, ok, vous êtes nombreux pour être une force politique, mais pas pour détruire le Liban, parce que c'est peut-être le seul pays de la région, un des seuls pays, merci Boudzan, où il y a toujours eu une bonne entente entre musulmans et chrétiens, même pendant la guerre civile d'ailleurs, la guerre civile qui est due plutôt aux Palestiniens et aux Hezbollah, une haine, on va dire, chrétien-musulman, ça a été quelque chose de provoqué. Et là, il y a un rôle de la France qui est très important. Je vous le rappelle, donc cette aide, cet accord remonte à François Ier, au XVIe siècle. Voilà. Donc c'est particulièrement intéressant. Et là, pour le coup, il est important que la France intervienne. Voilà, c'est la seule qui intervient dans un sens favorable à la population actuellement. Voilà, faut être clair. Les Russes, ils veulent s'implanter leur zone d'influence et profiter de la corruption, comme la Turquie d'ailleurs. Ne parlons pas de la Syrie qui, pour elle, le Liban n'existe pas et ça doit être une de ses provinces. Donc il faut quand même savoir qu'avec ce qui se passe en Syrie, il y a entre 1 et 2 millions de Syriens qui sont sauvés au Liban. C'est quand même un pays, au départ, je crois, il n'y a pas plus de 4 à 5 millions d'habitants. Vous imaginez, c'est colossal. C'est comme si en France, tout d'un coup, il y ait, par exemple, 25 millions de réfugiés qui s'amènent, quoi. Donc vous imaginez ce que ce pays a à vivre. Et malgré tout, ils gardent leur valeur. Simplement, là, la corruption, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Et je suis désolé, mais il n'y a vraiment que la France qui intervient dans ce sens-là et qui, au moins au niveau de la distribution des nourritures, en faisant appel à des ONG et en ne confiant pas au gouvernement, ou si il confie quelques tonnes au gouvernement, c'est contrôlé. Là, pour le coup, on ne peut pas dire que Macron, même cette année, c'est 100% négatif. Dieu laisse toujours une chance aux gens. Là, pour le coup, il y a des choses très, très positives.
Voilà. Et on ne peut pas demander à la France de ne pas intervenir. Je vous dis, c'est une relation amicale, hormis la période de quelques dizaines d'années de colonialisme. C'est une période amicale qui va pouvoir fêter dans quelques années ses 5 siècles. Hein. Entre le Liban et la France, donc une relation de protection du Liban par la France. Voilà. Et sur ce point-là, Macron, en fait, il s'inscrit dans la continuité de cet accord qui a été passé entre François Ier et, je crois, Soliman le Magnifique. Je me demande si c'est pas après. Enfin bon, avec le chef de l'Empire ottoman de l'époque. Voilà, ça c'était mon petit complément. Alors après, si Macron il fait des délires là-dessus, oui, qu'il se prenne une veste. Ce que je voudrais, c'est que Karadzic en Turquie se prenne une veste, que les Iraniens aussi, voilà. Mais même s'il y a un nouveau président, de toute façon, cet accord de protection du Liban par la France sera toujours respecté. Voilà. Et c'est une bonne chose. Et actuellement, c'est pas les Libanais. Vous pouvez demander aux Libanais, c'est pas eux qui vont vous dire qu'ils sont pas d'accord. C'est plutôt le contraire. Voilà, ça c'était la petite précision historique. L'univers de l'ange Cathy, je confirme tout à fait, il ne finira pas son mandat. Et d'autres aussi. Et j'avais d'ailleurs, pour ceux qui disent que je suis une médium escroc, tatati tatata, j'avais quand même averti que Castaner partirait, Édouard Philippe, etc. C'est pas du tout pour me vanter, je dis juste que je l'ai dit. Voilà. Donc, bien avant que ça se produise. Bien avant que ça se produise, donc déduisez-en ce qu'il y a à en déduire. Vous avez le haut de la tête de Clémentine, qui n'a plus cette petite toile d'araignée dans les moustaches. Alors, Clémentine, elle adore faire son tour dehors. N'est-ce pas les trolls? Dites Clémentine, regardez la belle boule de Clémentine. Alors. Mais donc après, c'est surtout, bah oui, sur le départ, sur, bah bien sûr. Boudzan, viens, mon Boudzan. Ça va, mon Boudzan? Voilà, donc ça, j'ai répondu. Voilà. Ça va, mon Boudzan? Alors ça, j'ai répondu. Oui, parce que, évidemment... Tu vas sortir, ma Clémentine? On y va, ma petite. On y va, petite princesse. Allez, pas, ma petite. Voilà. À tout à l'heure. Ah, Poupote aussi. Sa Majesté Poupote premier. Tu viens, tu veux sortir ou pas? Bon, je ne veux pas sortir, je mange. C'est comme tu veux. Alors... Oui, alors là, il y a d'autres demandes et des commentaires qui concernent... Pourtant, je le précise à chaque fois, mettez que les questions concernant le poste et le thème, parce qu'on ne s'en sort pas. Vous voyez, déjà, quand j'arrive, je fais des digressions sans arrêt, alors. Petit loup. Alors. Voilà, donc ça je l'ai dit. Non, alors l'AMU, bonjour, non, il n'est pas, il décide de son plein libre arbitre, Emmanuel Macron. Il faut être très clair. C'est quelqu'un de très intelligent. Il faut quand même savoir que c'est quelqu'un qui manipulait Hollande dans les propres locaux. De l'Élysée.
de l'Élysée. Et des gens sont allés dire à François Hollande, mais attention, il se passe des choses avec lui et tout, et il n'a pas voulu y croire. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui que c'est vrai. Donc non, c'est pas quelqu'un de manipulable. Et c'est très très bien ce qu'il fait. Il fait les choses de son plein gré. Il choisit volontairement ce qui se passe. Alors oui, les complots vont être dévoilés, hein, bien sûr. Je vais encore faire référence à l'évangile, mais il a toujours été dit que dans le temps de l'Apocalypse, tout serait dévoilé. Donc, oui. Oui, bien sûr. Et je vous rappelle que Apocalypse veut dire révélation des pas. Il n'a pas le sens que les gens, en lisant ce qui est marqué, lui ont donné, et le sens qu'on trouve quand on feuillette dans le dictionnaire Robert ou Larousse ou un autre dictionnaire. Sens de catastrophe. Alors, excusez-moi parce que là, il y en a beaucoup sur le coup. Alors, ah oui, il faut que je redescende. Alors, Annick, coucou. Oui, alors ça, je l'avais expliqué, j'ai pas besoin de faire le tirage là. Et puis, de toute façon, vous savez que je suis médium pure sur cette question-là. Comme je vous l'avais dit, et je le redis, n'oubliez pas, vous pouvez revoir la première vidéo que j'ai faite sur Emmanuel Macron. Il y a un moment donné, lors d'un direct, filmé par énormément de télévision, journalistes, etc. Il y aura oui, on va dire un pétage de plomb. Quelque chose qui va faire comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, un craquage de sa part, et là, vous saurez que c'est le début de la fin, pour lui. Voilà. Et ça se passera en direct. J'ai vraiment le... Voilà. Voilà. Et filmé, on va en reparler, remontrer les images, etc. Ça, voilà, il y aura vraiment un pétage de plomb. Et d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si toi tu observes la même chose, mais on le voit, pour moi, qu'il a de plus en plus de mal à se contenir. Il est très mal à l'aise, il est très, il est mal dans ses bottes quand il est interrogé et tout ça. On voit bien qu'il a de plus en plus de mal à se contenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas à l'aise du tout. On ne parle pas de la mise au point qu'il a fait à la basilique Sainte-Anne, je crois, à Jérusalem, qui est autre chose. Chirac avait déjà mis une mise au point très forte avec la sécurité israélienne. Il se trouve que c'est la basilique Sainte-Anne, je crois. Il se trouve que c'est un territoire français depuis des siècles. C'est-à-dire c'est comme un consulat ou une ambassade. C'est pas des Français qui sont là qui travaillent, c'est un territoire français en plein milieu de Jérusalem, encore une fois, comme n'importe quel consulat ou n'importe quelle ambassade. L'ambassade des États-Unis à Paris, c'est un territoire états-unien et pas français. C'est pour ça que les Français, et la police, l'armée ne peuvent pas y pénétrer comme ça, sinon c'est comme si l'armée française pénétrait comme ça sans prévenir en Allemagne, ça serait une déclaration de guerre. Voilà. Et donc la basilique, je crois que c'est la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, c'est le cas. Donc il y avait eu déjà une mise au point avec Chirac, alors c'était dans la rue parce que la sécurité israélienne a une façon de procéder qui n'est pas la même que celle de la France. C'est pas pour autant que celle de la France est moins efficace. Et là, ce qui s'est trouvé le heurt, c'est que la sécurité israélienne a continué à intervenir, à faire le travail de protection de Macron sur le parvis de la basilique et à l'intérieur. Or,
ça aurait pu être un incident diplomatique important, puisque c'est un organisme de sécurité de l'État, donc militaire, qui est entré sans autorisation sur un territoire étranger. Voilà. Ce qui explique que Macron, en anglais, puisque les Israéliens pour beaucoup parlent anglais, ait mis les choses au point, et il a bien fait. C'est un territoire français, donc ils ne peuvent pas pénétrer sans autorisation. À partir du parvis, c'était la sécurité française qui remplaçait, il n'y avait pas besoin de la sécurité israélienne. Après, on est dans le cas d'un incident diplomatique. Ils rentraient en territoire étranger sans autorisation. Et ce n'est pas nouveau, puisqu'il y a déjà eu des problèmes avec Chirac, alors non pas à la basilique, mais dans la rue. Ils sont parfois très pénibles, la sécurité israélienne. Je me demande d'ailleurs si avec Mitterrand, il n'y avait pas eu déjà des problèmes. Donc c'est récurrent comme phénomène. Et ils ne sont pas toujours très adroits, c'est-à-dire qu'ils sont violents dans leur façon d'être. Ce n'est pas les gardes du corps en France, etc., qui sont entraînés à repérer, mais à agir le plus diplomatiquement possible, et je dirais plus avec psychologie, pour casser tout début de violence, etc. Eux, comme ils sont en Israël, ils y vont avec la force et tout, et ça ne marche pas du tout. Et surtout, ils n'avaient pas à être là. Donc on est dans le cadre vraiment de l'incident diplomatique. Alors évidemment que Macron ne le fera pas, mais il ne pouvait pas ne pas mettre les choses au point. Et il l'a fait en anglais, ce qui est très bien, c'est-à-dire pour eux, ils l'ont parfaitement compris. Il n'y a eu aucun problème. Et ils sont sortis, parce qu'il n'avait pas d'autorisation. De toute façon, la sécurité du président, là, qui est toujours là, mais là, en l'occurrence, la sécurité française, faisait son rôle, et à partir du parvis, ça devait être la seule à intervenir. Voilà. Mais les Israéliens sont un petit peu durs là-dessus, pour comprendre certaines choses. Alors par contre, aller pénétrer dans l'ambassade d'Israël sans les prévenir, là, vous allez voir comment ils vont réagir. Mais ils ont tendance à oublier certaines règles. On n'est pas dans le cadre, si vous voulez, d'une basilique tenue par des prêtres, une congrégation religieuse française. On est dans le cadre d'une basilique c'est un territoire avec les jardins autour, donc je ne sais pas combien il y a d'hectares de superficie, c'est un territoire français, et ce depuis des siècles. Donc Israël, à sa création en 48, il n'y a eu aucun problème à respecter tout ça. Ils ont signé les accords, ça leur posait aucun problème, donc il s'agit de respecter. Ça fonctionne, si vous voulez, comme un consulat, une ambassade. Vous avez la même chose en France, avec à côté du fort de Pignerol, où le président va en vacances, il y a un territoire, une villa et une zone un peu naturelle qui appartient au duc et à la duchesse de Luxembourg, qui n'est pas français, qui est luxembourgeois. Donc ça, il y a des années, la présidence ou la royauté qui a donné ce terrain au Luxembourg. Elle l'a donné non pas pour qu'on soit une villa, mais en tant que territoire. Donc on est sur un territoire étranger, sur le territoire luxembourgeois. Vous avez également la même chose avec une ville dans les Pyrénées françaises, en fait, qui est un petit bout d'Espagne, qui est là. Donc, il parle espagnol et tout. C'est un petit bout d'Espagne, parce qu'en fait, ça n'a jamais été réglé donc, dans les accords depuis là, pour l'occasion des siècles. C'est toujours resté sous juridiction et autorité espagnole. Donc, c'est un petit bout d'Espagne, de quelques... imaginez une petite ville grande, je ne sais pas, comme... enfin une petite ville de 20 000 habitants, quoi, et qui est en fait un petit bout d'Espagne qui est là. Voilà. Donc la France ne peut pas, les policiers ne peuvent pas rentrer pareil. Donc c'est la même chose. Je crois que c'est la basilique Sainte-Anne, encore une fois à Jérusalem, qui est un territoire français. Donc on est dans les accords internationaux. Alors ça, c'était une précision, parce qu'effectivement Macron a pu donner l'impression qu'il pétait les plombs là, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Avec le pétage de plomb que mon épouse mentionne. Alors, mon Jonathan, est-ce que les petites Antilles, Martinique, et Tumé, etc., vous continuez à ne pas soutenir la France, car nous sommes français. Nous aussi. Alors, on va voir ça. Sinon, j'espère que tu vas bien.
il va y avoir un réveil hein, de ce côté-là. Si, il y aura un soutien. Oh, ouais, il y aura un soutien. Alors c'est toujours très compliqué parce que les Antilles ont été heurtées de plein fouet par l'esclavage. Pas tous, Saint-Barthélemy, il n'y a pas eu de problème d'esclaves. Et donc, il y a d'ailleurs aussi, vous savez que la Révolution a supprimé l'esclavage et que Napoléon, par opportunité, l'a rétabli parce que économiquement, c'était arrangeant. Donc, vous avez des héros en Guadeloupe, en Martinique qui ont lutté contre, dont un d'ailleurs, au moins un, qui est au Panthéon à Paris. La République, depuis, a tout à fait honoré ces hommes et ces femmes qui ont lutté contre l'esclavagisme. Donc, je ne sais plus, vous devez le savoir mieux que moi là-bas. Donc, il est au Panthéon, on peut se recueillir devant. Et il avait lutté contre Napoléon. Mais dans l'ensemble, je ne connais pas de territoire de Tom ou de Dom qui conteste d'être français. Alors, par exemple, Saint-Barthélemy, vous savez la devise Saint-Barthélemy, c'est Île-de-France et Île-des-Caraïbes. Voilà. Donc c'est très clair. Saint-Martin qui a un bout Pays-Bas et un bout français, c'est pareil, il n'y a pas de contestation. Alors c'est compliqué parce que ils savent que c'est la France, donc il y a une immigration très importante. Donc après il y a des problèmes de langue. Alors évidemment la France scolarise en français. Donc c'est momentané, c'est fait pour se régler en quelques années. C'est compliqué parce que les pays autour, qui sont souvent des pays pauvres, émigrent beaucoup dans les îles françaises. Alors, vous avez le cas aussi des Brésiliens avec la Guyane, hein, en plus avec le Covid, donc ils sont venus en grand nombre. Le pire étant Mayotte. Vous savez que Mayotte a eu 2 référendums, les deux ont refusé leur indépendance. Et comme les îles, comme les 3 autres grandes îles, bref. Et ils ont voulu rester en France, mais à très fort pourcentage, hein, c'est l'ordre du 80-90%. Et toujours, on criait leur attachement à la France, qui explique qu'il y a 4 ans, 5 ans, ils sont passés de Tom à Dom, ils sont devenus département, le 101e département, Mayotte, hein, qui est dans l'océan Indien, au-dessus de Madagascar. Et alors eux, ils ont un problème, c'est que les 3 autres îles, c'est les îles, c'est pas vrai ça, qui ont souhaité être indépendants, ils ne s'en sortent pas financièrement, et il y a une immigration extrêmement importante à Mayotte, au point que depuis 2-3 ans, la majorité des enfants qui naissent ne sont plus des Mahorais, mais ce sont des enfants d'émigrés. Alors les Mahorais le vivent très très mal, hein, quand Édouard Philippe, au début de l'élection de Macron, avait voulu supprimer les contrôles ou les difficultés pour... de l'immigration pour qu'ils puissent venir sans problème à Mayotte. Les Mahorais ont très très mal réagi, donc il a remis les contrôles en place, parce qu'ils se sont envahis, même si c'est le même peuple, parce qu'ils leur disent, écoutez, plutôt que de venir venir chez nous, vous aviez qu'à faire comme nous et à vouloir rester en France. Voilà, c'est bien beau d'avoir voulu votre indépendance, vous vous en sortez pas, et maintenant vous venez, ils les envahissent sûrement, hein, Mayotte, faut voir un peu c'est les îles, c'est pas vrai ça. Le pays, bref, ils sont vraiment envahis, et pourtant c'est le même peuple, hein, et ils le vivent extrêmement mal. Donc ils ont tout fait pour passer de Tom à Dom, c'est-à-dire territoire d'outre-mer à département d'outre-mer, ce qu'ils ont obtenu il y a 4-5 ans, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, ils sont très très attachés à la France. Par contre, ils sont embêtés par les... Alors, c'est un peu le problème de toutes les Caraïbes, hein, où du fait que, évidemment, tout ce qui est social s'applique dans les DOM et les TOM comme en France. Donc, il y a un peu une invasion des pays limitrophes, et ça se comprend tout à fait. Alors, en Guyane, je vous disais le Brésil. Alors, déjà que la Guyane, vous ne savez peut-être pas, mais c'est le plus fort taux de natalité au monde, la Guyane, hein. La population double naturellement quasiment tous les 10 ans. Voilà. Alors c'est le plus grand département d'outre-mer français, puisque c'est le 6e du territoire français, hein, la Guyane, c'est énorme. C'est un petit bout de forêt amazonienne qui est protégé. Alors faut qu'ils luttent parce qu'il y a des Brésiliens qui viennent à tout va pour exploiter des filons aurifères, et donc la France est en train de les fermer et tout, c'est assez problématique. Mais bon, voilà, alors le Brésil n'ose pas trop s'attaquer parce qu'évidemment il y a la France derrière. Mais en général, il n'y a pas de contestation. Alors il y a le problème avec les Kanaks,
Oui, mais en fait, les Kanaks, il y en a une majorité qui sont pas pour leur indépendance, et qui va encore y avoir un référendum à Nouméa, je crois. Parce que actuellement, depuis la République, depuis quand même un bout de temps, les droits de chacun sont respectés. Donc c'est pas c'est pas du tout le même problème qu'il y a 2 siècles, si vous voulez. Et il le voit bien, que ce soit dans le cas du Covid ou etc. Il est bon d'être à l'abri d'une puissance protectrice importante. C'est le cas. Je crois que c'est le Sénégal où il y a une base militaire importante, et Djibouti, qui est un tout petit pays, mais qui est sous la protection de la France aussi. Ils ont des bases militaires américaines, françaises et tout. N'empêche, en cas de guerre, c'est la France. Ils sont sous la protection de la France. Hein. Si un pays attaque Djibouti, c'est la France qui le défendra. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Et actuellement, il n'y a plus de contestation. Il y a une prise de conscience, de par aussi les décisions gouvernementales depuis, on va dire, 40-50 ans, qui tient compte tout à fait des particularités de ces zones insulaires, et qui donne beaucoup d'autonomie, hein, même aux DOM, même au département, ce qui leur permet d'évoluer comme ils le veulent, mais avec le soutien et les finances françaises, ce qui est très bien. Donc c'est vrai qu'ils font figure, toutes les îles, un petit peu de privilégiés par rapport aux autres îles comme Haïti, ou même la République dominicaine, ou même d'autres, où la vie n'est pas forcément simple. Voilà. Ceci était un complément historique et global. Alors, pour parler des îles qui sont autour de Madagascar, pour terminer, que Madagascar revendique, alors je vais vous dire, je suis contre, parce que la France les maintient en zone, en parcs nationaux. Il y a l'île notamment Europa, où c'est un des rares endroits dans le monde où les tortues marines vertes, peuvent se reproduire en paix. Donc vous avez un groupe de gendarmes qui est tout le temps. Donc vous avez Tomelin, vous avez Europa, vous avez Don Juan et je sais plus quoi, qui sont 2 îles en fait qui apparaissent qu'à marée basse, et vous avez je sais plus quoi encore. Il y en a une petite dizaine avec la Réunion et Mayotte. Donc je vois pas l'intérêt de les rendre à Madagascar, qui est un des pays les plus grands du monde, enfin de les rendre, on peut dire. Ils sont quand même assez loin de Madagascar. Parce que ils iraient exploiter les maigres ressources de ces îles tout de suite, et toute la nature serait détruite. Je crois qu'on n'est pas dans les conditions actuelles où on peut détruire les rares sanctuaires comme ça. Voilà. Alors toutes ces îles, que ce soit Tomelin, Europa, etc., sont des îles qui sont pas habitées, à part par un groupe de scientifiques et de gendarmes qui sont visités chaque mois par un bateau militaire français qui fait le tour. Mais qui sont sous la protection de la France, avec des zones de pêche et tout, qui ne sont pas exploitées, qui sont donc des sanctuaires. Donc c'est très très important. Il est évident que ces petites îles-là, vous laissez les pêcheurs qui crèvent de faim malgaches y aller, au bout de 2 ans c'est fini, il n'y a plus rien. Plus de tortues vertes, il n'y a plus rien du tout. Alors il veut exploiter, éventuellement il y a du pétrole, donc vous imaginez, s'il y a une fuite de pétrole, ce que ça donne aussi. Donc la France et Macron est revenu sur la décision ouvertement de la remettre à Madagascar. J'avoue que je l'approuve aussi, là. Aucun gouvernement voulait les remettre, parce que il faut que ça reste des sanctuaires, les rares sanctuaires qu'il y a dans le monde, y compris Clipperton, qui est, alors on dit au large du Mexique. Clipperton, c'est quand même à plusieurs milliers de kilomètres du Mexique. Que le Mexique le revendique, oui, ça pourrait être aussi du Chili qui le revendique. Clipperton est français depuis plusieurs siècles. Il y a même eu une colonie pendant un temps. Il n'y a pas de présence française continuelle. Il y a une zone marine énorme qui est sous protection française de 400 000 km², presque le territoire de la France, qui est traité en sanctuaire également. Donc il y a toujours des incursions des pêcheurs mexicains et tout, mais enfin il faudrait qu'ils s'imaginent que quand vous avez une zone importante comme ça, c'est toutes les zones de mer autour qui en profitent et qui ont du poisson à volonté. Donc c'est très bien que la France se batte pour garder ces îles-là. Alors il faut participer un peu les Mexicains, ça leur permet de faire respecter aussi la zone. Il y a une zone scientifique à Clipperton, il y a 5-6 ans, française, un groupe scientifique qui allait exploiter. Et Clipperton, c'est un atoll, donc vous avez un lac qui est fermé, vous avez un lagon au milieu, vous avez l'océan Pacifique autour. Et non, il faut que ça reste comme les îles Crozet, etc., en Antarctique et tout. Il y a juste une présence scientifique, parce que c'est des zones qui sont traitées en parc naturels par la France, et qui sont parmi les rares sanctuaires qui existent dans le monde, avec les immenses zones maritimes autour. Et oui, il faut que la France les garde. On est dans un contexte actuel où il faut que la France les garde,
pour protéger la vie animalière, en sachant que c'est les zones de pêche qui sont autour de nos zones maritimes qui vont en profiter parce que c'est des sanctuaires. Voilà. Donc là aussi, je mets un peu les choses au point, mais non, je suis contre le fait que les îles malgaches, en fait, elles sont pas malgaches, elles sont dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien. Elles pourraient être revendiquées aussi bien par le Mozambique que par Madagascar, elles sont pas plus près ou plus loin. Donc Madagascar les revendique, c'est niet. Voilà, parce qu'il y a du pétrole et tout, mais le pétrole, c'est pas l'avenir. Bien sûr. Donc il faut que Madagascar se débrouille autrement. Ils le voient bien, hein. Actuellement, avec le Covid, c'est pas fini. Je ne sais pas si vous avez vu, l'essence avait diminué pas mal. Elle n'est pas remontée à son taux d'avant le Covid. Et ça, à mon avis, ça risque pas de revenir avant un bout de temps. Donc le pétrole n'est vraiment pas l'avenir. Il y a une production trop élevée actuellement. Et je ne vois pas en quoi ça servirait le Madagascar d'en produire. Parce que ça serait complètement à leur charge. Et ce n'est pas les 15 à 20 millions de Malgaches qui pourraient assimiler la production. Voilà. Donc c'est une fausse solution et autant j'ai tendance à soutenir pas mal le président malgache que je trouve assez intéressant sur beaucoup de choses, autant là je soutiens la France, ces îles qui sont des sanctuaires doivent rester françaises. C'est comme les Réunionnais ne demandent pas leur indépendance non plus. Hein. Regardez l'île Maurice, avec le bateau qui a une fuite de pétrole qui s'est échoué, ils ont automatiquement demandé de l'aide à la France, parce que la Réunion, c'est elle qui est la plus proche, donc c'est les Français qui sont en train d'aider aussi là-bas. Bien sûr. Et donc c'est très important. Donc effectivement, il y a une très bonne vision. Il y a certainement des petits pays qui ont demandé leur indépendance, qui actuellement le regrettent. Voilà. Donc ceci était une parenthèse, mais tout à fait dans le cadre de la réponse de la question sur les Antilles, etc. Alors, coupure de cette vidéo-là, il y a une troisième, bon, qui sera évidemment plus courte, voilà, pour terminer les 5-6 questions, parce que, voilà, le reste, ça regroupe un peu, voilà, vos inquiétudes. Et si ça vous suffit pas, ces 3 vidéos-là, on fera de toute façon un live et vous nous poserez les questions en direct. À tout de suite pour la troisième et dernière partie. Je m'excuse, mais si on veut comprendre une situation actuelle, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Voilà, et tous les impacts. À tout de suite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si ma chaîne vous plaît. À très bientôt. Bisous.